Demain, je quitterai Ulaanbaatar pour la steppe. La steppe, couverte par des champs de cellules voltaïques, peut-être un jour des champs de blé ou de fourrage, comme à l'époque bénie des soviétiques. Je suis sûre que ces chèvres cachemires qui détruisent le peu de terre arable les regrettent aussi. La steppe est cramoisie par le soleil, le vent, le gel. Il n'y a pas eu une goutte d'eau depuis 257 jours. Cette année, le printemps se fait attendre. Les bêtes sont faibles et amaigries. Les prédateurs, eux, guettent. Ce n'est qu'au matin que les vaches regagnent leur liberté. Les chevaux, les jambes longues, comme on dit ici, sont domestiques le matin au moment de la traite et le soir redeviennent sauvages. Mais eux, c'est pas pareil. Ils peuvent se défendre contre les loups. Ce n'est pas la qualité des pâturages, mais la présence de l'eau qui fait s'arrêter le nomade. Cette femme qui nous accueille est la fille d'un des moines assassinés par les Occidentaux, entendez les Russes. Elle vit là, près des ruines, elle protège le temple. Les Occidentaux sont venus ici, ils ont aussi tué les moines, les habitants d'ici. Pourquoi? Pourquoi? Mais il n'y a pas de réponse à l'humanerie. Le vent est de plus en plus fort. Le désert avance, le mauvais temps aussi, et les angoisses de mes amis mongols sont à leur comble. Le mongol sait que le changement de météo peut être violent et imprévisible. Ça souffle si fort que j'ai du mal à tenir la caméra. Le sable brûle la peau. Le désert, aride, sec, et puis l'eau tout autour. Comme dit Jama, il ne faut pas creuser trop profond pour trouver l'eau. Le désert, ce n'est pas le manque d'eau, mais la disparition de la terre arable. Ce puits est encore gelé en surface.
Dernière étape avant Karakorum. Dans la vallée de l'Orkhon s'étire Karakorum, la ville où naquit sous la volonté du Gengis Khan la nation mongole. Les paysages dégagent une impression de puissance et de solitude. Entre la vallée et la ville, comme posée au milieu de nulle part, la station de pompage. Cet homme surveille son bétail et regarde les ravines du printemps dernier. Les coulées de boue ont encore fait beaucoup de morts. Il attend le printemps et il le redoute. Le lendemain, le temps a changé. Il neige. Ils sont tous heureux. Il neige enfin. La steppe va reverdir. Ce barrage a été construit par les Chinois avant 1911 et il ne servira jamais. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est chinois. La rivière de l'Orkhon, encore basse, suit son cours naturel. Elle est forte, elle est violente. Combien cette eau pourrait être utile si ce barrage était remis en service? Et voilà, le barrage, il est chinois. Des canaux d'irrigation sont en construction, nous dit-on. Je ne les verrai pas. Seulement cette eau qui coule à 20 km du désert, c'est un gâchis. Il est plus que temps pour ce nomade de conduire son troupeau, comme ses ancêtres le faisaient, dans cette vallée de l'Orkhon qui sera verte après la chute de neige. Les kolkhozes sont bien abandonnés. Pendant près de 25 km, nous allons suivre cette piste qui nous conduira aux marges du désert. Les Coréens ont bien tenté de stopper son avancée en plantant des arbres, mais les arbres ont brûlé sous le soleil d'été et le gel d'hiver. Ma route, ma bonne route, ne s'arrête pas là, mais où va-t-elle s'arrêter? Mes amis, je suis enfin arrivée chez moi. On est un petit peu au milieu de nulle part ici. Mais voilà, c'est un petit village de yourtes, une vraie surprise pour moi, et un vrai bonheur, un air pur, et une très très belle nuit, parce que l'intérieur est à découvrir. Alors, vous allez découvrir ça avec moi. Allez, je vous emmène. Bon, allez, on y va. Il y a quelques marches, c'est vraiment pas top. Mais voilà, on va essayer de faire pour le mieux. Allez, on rentre. Et bien voilà les amis, je viens d'arriver dans ma nouvelle maison de Mongolie. Donc je ne sais pas si je vais rester très longtemps. Vous voilà rentrés. Une jolie maison, n'est-ce pas? Pleine couleur. Tout le nécessaire, un poêle, du bois, la petite valise qu'on voit au fond. Et évidemment, le petit lavabo, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau du tout. Voilà ma yourte. Voilà le lit. Alors là, le lit a 2 places. Alors la porte de la yourte est toujours orientée au sud. Donc j'aurai les pieds au sud, la tête au nord. Ma foi, peu importe, parce que la chaleur
qui se dégage de ce poêle est absolument suffisante. Peut-être même surchauffée d'ailleurs, un peu comme chez les Russes, mais bon. Voilà, donc une petite table avec bien sûr l'eau chaude pour le thé. Et j'ai effectivement 2 invités que j'attends incessamment sous peu. Voilà le fauteuil grande classe. Le sommet de la yourte. De là où s'échappe la cheminée. C'est très décoré. Sous ce parapluie spacieux domine le orange, couleur du soleil, et le bleu, couleur du ciel. Les parois douces, feutrées, la chaleur du poêle. Je ressens pour la première fois de ma vie un étrange bien-être qui me rappelle un moment depuis longtemps oublié. Comme un bon Mongol, avant de me coucher, un tour à l'extérieur, le bétail rentre pour la nuit. Cette vache appelle celle qui d'habitude partage son étable, et qui ce soir a peut-être décidé de faire comme les chevaux, les pattes longues, mais elle risque sa vie. Fariste, tradition, XXIe siècle, la Mongolie ne sera pas qu'un simple souvenir pour moi. Nobody knows my name. In the street, I'm alone. Every day is the same. When the sound's going down, I just sing in blues in the Mongolian style. Why in the Mongolian style? I just play a strange space between my fingers. Everywhere I play, summer to winters. I just sing in blues in a Mongolian style.